Alors donc, 1 heure, sinon plus, en fonction des questions et des réponses sur cet accident. Ensuite, Jacques Derrière nous parlera de l'avancement de son groupe de travail sur le nord vrai, en fait, c'est-à-dire la substitution aux références magnétiques au nord, pour le nord géographique, pour les références géographiques. Et ensuite, nous évoquerons les activités de l'académie, les travaux de la commission. Alors, nous avons Yves Kerhervé qui nous parlera, j'espère, de la commission prix et médailles. Jean Pinet devrait nous rejoindre un peu plus tard. Et je crois qu'il évoquera la commission de l'aviation civile. Voilà, et en divers, je ne sais pas, on verra. Je crois que Jean-Marc voulait dire quelques mots de l'événement Ryanair récent, si ça vous intéresse. Voilà, donc je vais commencer par présenter nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord, Christian Veillard, donc, qui est le commandant de bord, qui était le commandant de bord de ce vol. Christian Veillard, qui, je crois, vient de prendre sa retraite d'Air France et qui a, tout au cours de sa carrière, accumulé plus de 20 000 heures de vol, dont 15 000 en tant que commandant de bord sur différents types d'avions, 737 à 340, 330, 747 à 380. En tout cas, c'est ce que dit le rapport du BEA. Je ne sais pas si, Christian, de votre côté, vous souhaitez compléter ce curriculum. Voilà, Christian? juste un point qui me semble important. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans, donc 1 an avant le Covid, et je suis parti, on peut dire la tête haute, je suis parti bien. Voilà, pas comme pas mal de mes confrères qui ont vécu l'arrêt du 380 du jour au lendemain. D'accord, merci. Nous avons Yann Torres, l'enquêteur qui est désigné, c'est la terminologie du BEA, l'enquêteur désigné responsable de cette enquête. Alors Yann Torres, je l'ai bien connu au BEA, c'est un ingénieur des études de l'aviation civile qui a plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui en tant qu'enquêteur au BEA, qui a participé à de nombreuses enquêtes internationales et des enquêtes très importantes, soit comme enquêteur désigné, donc lorsque l'enquête est menée par le BEA, soit comme représentant accrédité lorsque l'enquête est de la responsabilité de l'État d'occurrence. Donc à ce titre, il a participé à l'enquête sur l'accident du Concorde en 2000, il venait d'arriver au BEA, je pense, et de nombreuses enquêtes concernant l'ATR, des enquêtes internationales, beaucoup d'enquêtes en Asie, et c'est un petit peu le spécialiste des enquêtes dans des milieux un peu particuliers. Alors le Groenland, évidemment, je crois que c'était une première pour les BEA d'aller chercher des morceaux d'avion au fond sur la banquise. Mais je me rappelle également très bien de l'enquête sur l'accident d'un ATR de Lao Airlines, où il a fallu rechercher les boîtes noires au fond du Mekong, qui à l'époque était un fleuve qui était en pleine crue. Donc voilà, ça, c'est un peu sa spécialité. Alors nous avons également Stéphane Autin. Stéphane, c'est un ingénieur en mécanique des matériaux qui est titulaire d'une thèse de doctorat en mécanique de l'endommagement. Il est au BEA depuis plusieurs années, après être passé chez Safran, où il s'est occupé de l'introduction des matériaux composites dans les pièces tournantes de moteurs d'avion. Donc, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et à ce jour, il a participé à plus de 70 enquêtes dans un contexte français ou international. Voilà, donc je vais donc laisser la parole à nos intervenants. On va commencer par Christian Veillard. Et donc, Christian, donc je vais si vous êtes d'accord, présenter la première photo qui indique ce que vous avez vu juste après cet incident. Voilà, d'accord. Alors, donc je vais faire un petit exposé chronologique. Donc, nous partions sur Los Angeles. On était trois, deux copilotes et puis moi-même. Euh,
un copilote était parti se reposer et puis quand il a eu fini son repos, il est revenu au poste, il s'est installé, il était pilote en fonction et l'autre copilote est parti se reposer. Une demi-heure après, à peu près, il avait commandé un repas, il y avait une hôtesse qui était dans le poste de pilotage qui était en train de lui passer son plateau et on avait euh, euh, On ne vous entend plus. On a perdu le son. Christian Villard, il faut remettre le son. Oh, je crois qu'on a perdu tout parce que l'image est fixe, hein. Voilà, donc quelqu'un demandait quelle était la probabilité. Vous l'avez. idée de Est-ce que vous avez le téléphone de Villard, s'il vous plaît? Quelqu'un? Ah. Yann, vous pouvez l'appeler. Alors, Je pense qu'il attend. On voit la télé, donc Christian, il faut rallumer le son. Allô? Ça y est, on entend. Christian, Oui, c'est bon? oui, c'est bon. ça y est, maintenant on vous entend. Oui, alors je disais que quand le moteur a cassé, euh, c'était très fort, hein, point de vue bruit et point de vue ressenti, puisque moi je disais, c'est ce que j'ai dit au BA, j'ai l'impression en voiture de monter sur un trottoir à 80 km/h. Hein, et je n'ai ressenti que l'embardé sur la gauche, alors que l'embardé sur la gauche, c'est quand l'avion a récupéré en fin de compte de son embardé sur la droite. Et la photo que vous voyez, en fin de compte, elle est importante parce que c'est la photo que l'on m'a montrée quelques minutes après que le moteur est explosé. Parce que, comme je l'ai dit, on vit dans un monde moderne où les passagers ont des appareils photo, des iPads et tout ceci. Donc, euh, on a traité cette panne et donc on pourra revenir un peu là-dessus parce que c'est un problème humain. Il y a eu un problème avec le copilote qui a eu un startle effect, c'est-à-dire il a été en sidération, il a rien fait en fin de compte, il a rien demandé et donc en fin de compte, de mon côté, voyant rien venir et voyant toutes les alarmes arriver sur les écrans, je lui ai dit, est-ce que tu veux les cams? Et comme il répondait pas, j'ai annoncé les cam action et à ce moment-là, je suis passé PF. Pour vous dire aussi que ça a bien bougé, c'est que dans le poste de pilotage, il y avait une hôtesse qui donnait un plateau au copilote et cette hôtesse est tombée par terre, a roulé par terre. Et pour avoir passé plus de 30 ans à Air France, je sais que pour faire tomber une hôtesse de l'air, il faut vraiment que ça bouge. Faut vraiment que ça bouge. Donc, on a traité la panne. Et donc, quelques minutes après, on est venu me montrer cette photo. Et là pour nous, ça a été important parce qu'on s'est tout de suite aperçu que c'était un gros problème, donc une séparation au niveau du fan. Et on s'attendait à avoir des dégâts collatéraux importants. Et et puis, on a fait les procédures comme il fallait, comme on devait les faire. Et l'avion disait qu'il pouvait rétablir à 34 500 pieds. Donc, on avait sélectionné, enfin, j'ai sélectionné 34 000 pieds. L'avion s'est mis en palier à 34 000 pieds. Et tout de suite, j'ai vu qu'il ne tiendrait pas le palier. Et donc, il a fallu stopper les écames. Et puis, j'ai sélectionné 32 000 pieds. Et puis, on est descendu à 32 000 pieds. On a repris les checklists. Et là, à 32 000 pieds, on s'est mis en palier. Et j'ai vu la vitesse qui dégringolait très vite. Et tout de suite, j'ai vu qu'il ne tenait pas 32 000 pieds. On a fait comme ça des, des escaliers jusqu'à 28 000 pieds. Pour se retrouver à 28 000 pieds, à la vitesse sélectionnée, tous les autres moteurs plein pot. Et là, j'ai donc dit au copilote, on va encore redescendre parce que je ne veux pas rester avec les trois autres moteurs plein pot. Et on est descendu aux 270 et on a réduit la vitesse parce que on se rendait compte qu'on avait des efforts importants sur l'avion, donc on a essayé de réduire au maximum.
En ce qui concerne le traitement, le FORDEC, donc pour ceux qui sont peut-être pas, comment dire, qui connaissent pas bien ce terme, FORDEC, c'est les faits, les options, les risques, et ensuite le DEC, c'est la décision, l'exécution, la communication. Donc, on avait retenu trois terrains. Le premier qui était le plus près, c'était Kangerlussuaq, au Groenland. Et puis ensuite, il me semble que c'était Iqaluit qui était juste devant, enfin juste devant à 1 heure et demie. Hein. Et puis le dernier qui était Goose Bay, qui était sur l'avant-gauche. Et quand on voit cette photo-là qu'on nous a montrée, si on agrandit la photo, on voit que on a les becs de bord d'attaque qui sont abîmés. Et Kangerlussuaq, la piste ne fait que 2800 mètres, il n'y a qu'un seul axe de percée, on ne peut pas se poser dans l'autre sens, il y a des montagnes aux alentours. Et en faisant les calculs, on s'est aperçu que si on devait se poser sans volet hypersustentateur, la piste était trop courte. Donc, on n'était pas chaud pour aller à Kangerlussuaq. Iqaluit, la météo n'était pas fameuse, elle était juste un petit peu au-dessus des minima. Et par contre, Goose Bay, bon, il y avait du vent, il y avait 25 nœuds de vent, mais c'était un ciel de traîne. Et surtout, il y avait une piste de 3300 mètres, et il y avait des pistes séquentes, donc ça nous a paru mieux. Et on a pris cette décision de partir sur Goose Bay, et quelques minutes après avoir orienté l'avion vers Goose Bay, il y a le chef de cabine qui nous a appelé et qui nous a dit, enfin qui m'a dit, puisque c'est moi qui l'ai eu au téléphone, Christian, il y a un passager qui voit des flammes sur l'air. Voilà. Et ce qu'il faut savoir sur la 380, c'est que même en se tordant le cou, depuis le cockpit, on ne peut pas voir le bout d'aile. Donc on ne peut même pas voir les moteurs. Donc on ne peut pas voir le bout d'aile. Donc je ne savais pas ce qui se passait sur l'aile et j'ai tout de suite envoyé un des copilotes aller voir ce qui se passait et me rendre compte le plus vite possible. En fin de compte, il y avait pas de feu sur l'aile. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le moteur a explosé, il y a certainement eu des flammes, hein, forcément. Hein. Et donc, un passager qui était au hublot les a vus. Et le temps qu'il arrive à attraper un steward, une hôtesse pour le dire, ben, il s'était passé le temps qu'il nous avait fallu pour commencer le déroulement. Donc, on est parti sur Goose Bay. Je crois qu'on a volé pendant près d'1 heure et demie. Et tout de suite, on s'est rendu compte que l'avion n'avait plus du tout les performances prévues sur trois moteurs. Hein. Les consommations carburant, la puissance des moteurs n'était pas du tout celle qui était affichée. Donc, il nous a fallu travailler un peu à l'ancienne. On ne pouvait pas travailler avec l'ordinateur de bord. Et puis voilà, on est arrivé à Goose Bay. Le temps était ce qui était prévu. Quelques petites péripéties parce que on est descendu, on s'est retrouvé dans la couche, on s'est mis à givrer sur la cellule. Donc forcément, sur le moteur qui n'était plus du tout dégivré. Euh, allô? Oui. Ah, je vous rappelle, monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, je croyais que j'avais perdu la connexion et que vous m'appeliez pour me dire que j'ai plus la connexion. Je ne sais pas en fin de compte si vous m'entendez. Très bien, on entend très bien. D'accord. Voilà, donc on s'est retrouvé dans une couche où on givrait, donc avec un moteur comme ça qui est plus du tout dégivré, on s'est dit qu'on allait accumuler 1 tonne de glace, donc il a fallu remonter, repasser au-dessus de la couche, réaccélérer. Et je me rappelle très bien que Yann m'a demandé, tiens, pourquoi vous êtes remonté, vous avez accéléré, tout ça. Ben, voilà, on a fait ça pour ça. Et puis ensuite, il y a eu l'approche. Et donc, le 380 est un avion un petit peu particulier dans le sens où on peut vidanger du carburant, mais pas la totalité, et que souvent on est obligé de se poser en surcharge. Bon, c'est pas dramatique, sauf que dans la checklist, pour se poser en surcharge, il est demandé de prendre ce qu'on peut appeler la vitesse minimum, c'est-à-dire prendre en gros 5 nœuds en dessous de la vitesse mini que l'on prend habituellement. Et
on a réfléchi à ça, on a dit non, on a une aile, on ne sait pas en fin de compte ce qu'il y a dessous, on ne sait pas certaines choses. Et on va pas se poser à cette vitesse-là. On a refait nos calculs en majorant notre vitesse d'atterrissage de 10 nœuds. Et sur une piste de 3300 mètres, ça ne posait pas de problème. Donc, on a choisi de déroger à la checklist et de se poser à une vitesse majorée. Et par contre, on avait, alors ça c'est dans l'humain, hein, on avait prévu, on avait réfléchi à certaines choses, au freinage, on était en surcharge et ce que on ne voulait pas et ce que je voulais pas spécialement, c'était freiner trop fort et me retrouver avec des freins chauds en bout de piste et risquer d'avoir des pneus qui se dégonflent. Donc en fin de compte, dès qu'on s'est posé, j'ai vu que c'était posé tout à fait correctement, là où il fallait, à la bonne vitesse. J'ai coupé l'autobreak tout de suite et puis on a continué sur les deux reverses pour s'arrêter tranquillement au bout de piste. Sauf que je n'avais pas prévenu les PNC et que pour les PNC, ils ont très bien senti qu'il n'y avait pas la décélération normale et que l'avion ne s'arrêtait pas en fin de compte. Et ils se sont dit, il s'est passé quelque chose, on va sortir de piste. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que après on en a discuté et je dis c'est vrai, moi ça m'est pas venu du tout à l'idée de vous parler de ça parce que ça me semblait complètement anodin. Et puis en réfléchissant bien, non, c'était pas anodin. On a donc dégagé le bout de piste, on s'est arrêté, on a demandé à des pompiers de venir vérifier un peu l'avion, parce qu'en plus, on nous a dit qu'à l'atterrissage, on avait perdu des morceaux. Et c'est vrai qu'il y avait du vent, et qu'on voit l'avion étant arrêté vent arrière, on voyait des morceaux de nid d'abeilles, de capot moteur qui passaient devant l'avion, qui étaient poussés par le vent. Et on a bien fait de s'arrêter, parce que comme ça, on les a fait enlever par les pompiers, et on n'a pas roulé dessus, et on les a pas ingérés avec les autres moteurs. On s'est retrouvé donc au parking, je crois, 2h20 après que le moteur est cassé. Et là, tout de suite, en serrant le frein de parc, j'ai dit au copilote, maintenant, on a un autre problème, c'est la gestion des passagers. Parce que on va pas venir nous chercher, nous dépanner comme ça tout de suite. Donc, il va falloir prendre des mesures sérieuses pour prendre soin des 500 passagers qui sont à bord. Et ça s'est avéré exact. Et donc, nous sommes restés 17 heures dans l'avion avec les passagers à Goose Bay. Donc, avec les 5 heures en gros de vol, on a fait 23 heures dans l'avion. Et on a pris des mesures qui ont été très, très bénéfiques. Tout d'abord, les relations avec l'aéroport et l'aviation civile canadienne ont été excellentes. Ils ont tout de suite compris le problème. Le CCO m'a dit on ne peut pas trouver plus de 30 chambres. Donc 30 chambres d'hôtel, même en mettant 3 personnes par chambre, ça fait que 90 personnes. Il en reste encore 400 à loger. Donc on avait éliminé la possibilité d'emmener les passagers à l'hôtel. Ensuite, l'aérogare, le chef de l'aviation civile m'a dit l'aérogare, c'est pour 80 personnes, quoi. On peut pas prendre 500 passagers. Donc, on avait décidé de garder les passagers. Et donc, ayant eu des bonnes relations avec les autorités canadiennes, je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien avoir une navette qui vienne à l'avion tout le temps et on va prendre des passagers et ils vont aller fumer dans l'aérogare. Et on va prendre les passagers fumeurs. Et donc, pendant les 17 heures, il y a une navette qui, tout le temps, a fait le va-et-vient entre l'avion et l'aérogare pour les passagers. Ensuite, on a dit on va s'occuper des petits problèmes aussi bien qu'on s'occupe des gros problèmes. Et ça, c'était important. Deux petits problèmes. On avait un passager qui avait un chien en soute, qui se faisait beaucoup de soucis. Et je le comprends. Moi, j'ai eu des chiens, je les aime beaucoup. On a décidé de faire sortir le chien. Mais bon, faire sortir le chien, c'est pas comme ouvrir son coffre de voiture. La 380, c'est haut, il faut trouver un loader, il faut trouver quelqu'un qui est capable d'ouvrir la soute.
Alors, je reviendrai après sur les actions qu'Air France a menées, et notamment l'envoi de 2 avions privés avec du personnel pour nous aider. Mais on a sorti ce chien, le passager a récupéré son chien, il l'a promené devant l'avion sur l'herbe. Enfin, et puis, l'avion, c'est un petit monde, tout ça, ça se sait, les gens savent qu'on s'occupe d'eux. Et puis, un autre petit point aussi important, on a eu un steward qui avait avec lui, qui avait une amie qui partait avec lui à Los Angeles. Ce qu'il faut savoir à Air France, c'est que les accompagnants n'ont pas le droit de voler sans la personne avec qui ils sont partis. Et donc, il me dit, qu'est-ce qui va se passer pour mon amie? Est-ce qu'elle va se retrouver à Los Angeles? Comment elle va rentrer? Parce que son billet est plus valable. Ça lui posait un problème. Et on lui a dit, non, non, on va s'occuper, je vais poser la question. J'ai appelé le chef pilote, Thierry Fontaine. Il m'a dit, oui, je te comprends, bouge pas. Il m'a rappelé un quart d'heure après, il m'a dit, cette passagère, elle va rester avec vous, elle rentrera avec vous. J'ai donc dit ça au steward, qui était très, très soulagé. Et c'est là où il faut bien se rendre compte du monde moderne, c'est que quand on est par terre à Goose Bay, les gens sont avec leur téléphone portable, ils ont des connexions Internet. Et je sais que les PNC derrière étaient en liaison avec leur syndicat. Et en fin de compte, le fait qu'on ait montré au PNC que bien sûr qu'on s'occupait d'eux, bien sûr qu'on ne les laissait pas tomber, même pour des problèmes qui paraissent de moindre importance. Ce qui fait que quand on a dépassé les butées, parce qu'on a quand même travaillé 23 heures, certains auraient pu dire non, mais moi j'arrête, ça y est, je ne peux plus, là, il faut trouver une autre solution. Les passagers, c'est l'armée qui va s'en occuper, ils vont les mettre dans un hangar, mais moi j'arrête de bosser. Ben non, ils ne l'ont pas fait. En fin de compte, il y a eu une cohésion équipage très importante, et quand on a décidé de faire certaines choses, ben, tout le monde était d'accord, on a tous travaillé comme il fallait. Et puis bon, après, des petites choses, mais bon, on a décidé de servir des repas. On voyait qu'on allait manquer de certaines choses, donc on a commandé des sandwichs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commandé 500 sandwichs. 500 sandwichs dans un petit aéroport, ça ne se fait pas comme ça en un quart d'heure. Tout ça, bon, bah, il faut y réfléchir. On est arrivé, donc comment dire, les avions de secours sont arrivés. Donc un 737 affrété dans une compagnie canadienne et puis un 777 de chez nous. Donc on a traité des petits problèmes de moindre importance. Et puis nous, on a quitté l'appareil, il devait être 8h30 du matin. On est arrivé à l'hôtel à 9h et on nous a dit qu'il fallait qu'on rende les chambres à 11h du matin. Voilà. Donc on a tiré jusqu'à 14h et puis ça s'est arrêté comme ça. Alors, du côté d'Air France, moi j'ai eu un premier contact CCO par téléphone satellite, ça doit être aux alentours de 5 minutes après que le moteur a explosé. Ce qui s'est passé, c'est que l'interlocuteur n'a pas très très bien compris la gravité de la situation. Mais il était très très orienté pour qu'on aille à Goose Bay. Lui, c'était son truc, il fallait qu'on aille à Goose Bay. Donc, bon, on n'a pas eu les informations réellement qu'on souhaitait avoir à ce moment-là. Par contre, après, Air France a fait venir 2 personnes de Montréal par un jet privé. Donc, il y avait un mécano et puis un agent d'escale. Et a fait venir, je crois, 3 ou 4 personnes de New York par un jet privé pour nous aider. Parce que on est sur, c'est des gros avions, 500 passagers. Aujourd'hui, les passagers doivent monter à bord avec un numéro de place. Quand on passe du 380 au 777, on peut bien sûr on peut pas réattribuer les mêmes places aux passagers. Donc ça veut dire qu'il faut faire 500 cartes d'embarquement à la main. 500 cartes d'embarquement à la main, quand on est 4 ou 5 à les faire, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, enfin, il faut comprendre le système. Ensuite, les Américains ne font pas spécialement de dérogation. Le 737, il était prévu de prendre les passagers première et business. L'avion
faisait 100 places ou 110 places, et en fin de compte, il y avait 90 passagers. Je suis allé voir le commandant de bord du 737 et je lui ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas prendre quelques passagers en plus, notamment des gens, des familles qui sont séparées ou des femmes seules avec des enfants. Il m'a dit non, je ne peux pas, parce que moi j'ai une liste passagers déposée pour aller aux États-Unis, et si je prends des passagers en plus, je vais avoir des soucis. Voilà. Donc c'est ce genre de problèmes, je dirais, qui sont de l'aviation moderne. Voilà. Donc, si vous voulez me poser des questions, je réponds volontiers à toutes les questions sans aucune langue de bois. Merci, Christian. Eh bien, écoutez. Là, je vais voir les dégâts. Alors, oui, on va passer les autres images. Alors. Vous avez la photo là? Oui. Donc ça, c'est la baignoire, ce qu'on appelle la baignoire, et qui est derrière les réacteurs. Dans cette baignoire, il y a la vis sans fin qui sert à sortir les volets. Et puis sur cette baignoire, il y avait aussi le circuit de vidange carburant. Et puis devant, on voit une ouverture. Ça, il y a aussi un radiateur hydraulique. Donc le radiateur hydraulique a été abîmé, mais il n'a pas fui. Donc on n'a pas eu d'alarme, mais certainement, si on avait continué, on aurait eu une surchauffe hydraulique. Là, on voit les becs de bord d'attaque, comment ils sont abîmés. Donc, nous, on avait vu un côté intérieur, on avait vu que c'était abîmé, on avait vu que c'était troué. On s'était donc dit, on était parti sur l'hypothèse qu'il ne sortirait pas. Pour ceux qui ne sont pas familiers peut-être avec les avions de ligne, les avions de ligne ne supportent pas la dissymétrie. Dès qu'ils voient qu'il y a par exemple, un bec de bord d'attaque qui sort pas et ne sort pas, eh bien, ils vont bloquer tout le système pour empêcher que l'avion se trouve en dissymétrie de vol. Donc ça, c'est une photo qui montre pourquoi on a choisi Goose Bay et pas Canguère du Suac qui était le plus proche, parce qu'on s'est vraiment dit, si on n'a pas de volet, de bec, la piste va être trop. La dernière image, je ne la trouve pas. Ah bon, oui, ça y est, j'ai passé les 4 photos. Hein. J'ai passé les 4 photos. Bien, est-ce qu'on peut poser quelques questions à Christian Villard avant de passer la parole au BEA, Yann Torres, ou bien vous pensez qu'il vaut mieux prendre les questions tout à la fin? Yann, on m'entend pas. Écoutez, moi je suis à votre disposition. Donc si pendant que c'est frais, si pendant que l'intervention de Christian est fraîche, vous souhaitez poser des questions, je pense que c'est bon, d'accord. Écoutez, moi je voulais poser une question à Christian Villard. Vous avez évoqué le CCO et est-ce que on a eu plusieurs discussions dans le cadre de cette section sur le rôle du CCO, le rôle des services au sol. Est-ce que vous estimez en l'occurrence que le CCO a bien joué son rôle dans la gestion de cet événement? Alors, pour être franc, déjà pour le premier message téléphonique que j'ai vécu, puisque ça avait un petit peu interloqué et interpellé le BEA qui m'avait envoyé l'enregistrement pour me demander des questions dessus. On se rend compte que l'interlocuteur ne comprend pas la gravité de la situation. Et c'est vrai que je trouve personnellement, après 30 ans d'expérience, qu'on utilise le terme Mayday des fois pour des incidents qui mériteraient plutôt un pan-pan qu'un Mayday. Et ça a été la remarque de la directrice du CCO, Catherine Jude, qui disait oui, mais
on n'a pas compris. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un terme qui permette de dire la gravité de la situation? Et là, on lui a répondu, mais Mayday, c'est le terme exact pour la gravité de la situation. Donc, je crois que Mayday est trop souvent utilisé. Ensuite, pour la gestion du CCO, je ne suis pas tout à fait bien placé pour dire s'il y avait d'autres solutions qui auraient été meilleures. Il y avait une solution qui m'a été évoquée, c'était de tuer un vol 380, comme par exemple le Paris-Johannesburg, et d'envoyer un 380 récupérer tous les passagers à Goose Bay. Il y a eu des choses qui se sont passées quand on m'a dit qu'il y avait des avions qui arrivaient. On m'a dit que 737 va venir chercher les passagers. Il va faire Goose Bay, Winnipeg et Winnipeg, Los Angeles. Et il y a un 777 de chez nous qui va venir chercher les passagers, qui les emmener à Los Angeles. Et puis, quelques heures, 2-3 heures avant que ça se passe, on m'a dit, ah ben non, 777, il y a des problèmes avec l'équipage. Donc, non, il fera Goose Bay, Atlanta. Et je dis, moi, je ne vais pas l'annoncer aux passagers parce que ça fait 15 heures, 18 heures qu'on est avec eux. Je ne vais pas risquer d'avoir une émeute à bord pour annoncer ça. Je dis, non, vous direz au capitaine du 77 qu'il l'annonce lui-même. Mais alors, je suis après que ils n'avaient pas pu le faire parce qu'il y a un copilote qui avait choisi de rentrer sur Paris pour pas déstabiliser son planning. Et là, je dis, est-ce que ces gens-là ont vraiment su ce qui se passait, quoi? Est-ce qu'ils ont compris qu'il y a des passagers qui avaient été traumatisés? Parce que les passagers ont été traumatisés. On a eu des crises de nerfs à bord, des crises d'angoisse. Et est-ce qu'ils ont compris ça? Pourquoi ils ne sont pas venus chercher les passagers et les emmener à Los Angeles? Donc, là, c'est un problème de commandement. Hein. Petite anecdote, une passagère qui fait une crise d'angoisse, le steward va la voir, lui dit, Madame, je vais aller vous chercher un calmant, vous allez voir, ça va aller. Il va à la boîte médicale, pas de calmant. Et donc, son collègue vient, il dit, bah, écoute, on va lui donner 2 tic-tac avec un verre d'eau, puis ça fera l'affaire. Et ça a fait l'affaire, voilà, ça a fait effet placebo. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Donc là, ce côté-là, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais pourquoi on n'est pas venu nous chercher comme il fallait? Pourquoi ils sont allés à Atlanta? Parce que j'ai eu des retours passagers. Après, ils m'ont dit, on nous a amenés à Atlanta, puis on nous a mis dans le lot des passagers en correspondance, et puis on a traîné. C'était pas normal. Voilà. Sinon, pour le reste, ils se sont bien débrouillés. Ils ont toujours pris mes demandes en compte. Hein, et surtout, j'avais le chef pilote au téléphone et je lui ai expliqué certaines choses. Et lui, il comprenait aussi. Moi, les PNC, ils m'ont dit, voilà, ça fait 24 heures qu'on travaille et en fin de compte, on a fait 5 heures de vol. On va être payé 5 heures de vol. C'est pas normal. Mais oui, bien sûr que c'est pas normal. Donc, j'ai appelé la boîte et ils m'ont dit, oui, bien sûr, vous leur dites tout de suite qu'ils vont être payés pour la totalité. Donc, j'aurais dit, ils ont continué de faire leur boulot. Mais après, on s'est retrouvé avec des petits problèmes qu'on n'avait pas du tout envisagé, c'est-à-dire le retour sur Montréal. On peut pas rentrer en mise en place parce qu'on a déjà fait 25 heures de travail, donc on peut pas continuer de faire du travail. Donc, la mise en place, c'est du travail. Donc, on est obligé de rentrer en évacuation sanitaire. Oui, certes, c'est bien, mais en évacuation sanitaire, on n'est pas payé. Et c'est des problèmes. Et quand vous avez 24 membres d'équipage et qu'on est en groupe, il y a toujours quelqu'un pour poser cette question. Parce que cette question, elle lui a été soufflée par le syndicat, par le biais d'Internet, par le biais du téléphone. Et là, il faut apporter une réponse. C'est ça. Et là, je veux dire, Air France, ça a été très bien parce que moi, je les ai appelés, je leur ai dit voilà, moi, mes PNC, ils me disent mais alors, on rentre en évacuation sanitaire, on n'est pas payé en fait compte. Et donc, ça a été le retour. Oui, non, on fera. Ils ont tout, ils ont du repos, voilà. Et d'un autre côté, mes PNC, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot, ils n'ont pas lâché. À aucun moment, ils m'ont lâché. Chaque fois qu'on a dit
on va s'occuper des passagers, on va leur faire une collation au sol, on va faire des navettes, on va reprogrammer. Reprogrammer des vidéos, ça paraît bête, mais parce que chez vous, vous mettez un DVD, puis vous lancez la vidéo, mais sur un avion comme le 380, ça marche pas comme ça. Et donc, un des copilotes, il dit non, non, je vais m'en occuper. Il a fallu recréer un vol fictif. En recréant un vol fictif, ça a réenclenché le processus de vidéo. Et là, on a pu réenclencher la vidéo. Voilà. C'est une petite anecdote. Merci pour ce témoignage. Alors, je crois qu'il y a une question de Marc Baumgartner. Tu m'entends, Marc? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Mais on ne te voit pas. Ok. Je suis sur mon téléphone, donc c'est pour cette raison, je m'excuse. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation et ce récit fascinant. Moi, j'ai une question, retour d'expérience. Est-ce que vous allez ou est-ce que vous avez déjà écrit un bouquin comme Richard de Crespigny avec le 380 de Qantas? Parce que tout ce que vous racontez, pour moi, c'est une découverte, mais peut-être dans le monde des pilotes, votre expérience est déjà connue à travers des présentations IFALPA ou dans la flotte d'Air France. Comment vous avez fait, vous, ce retour d'expérience pour qu'un maximum de pilotes 380 ou de pilotes en général puissent profiter de ça? Alors, c'est un point sensible. Et c'est pas à mettre en plus pour Air France. Air France a décidé que tant que le rapport final ne serait pas sorti, on mettait un couvercle sur la casserole et on laissait rien sortir. Donc rien n'est sorti pendant au moins 2 ans. Pendant au moins 2 ans, on n'a pas parlé du tout. On nous a demandé de ne pas en parler. Tous les pilotes 380 râlaient en disant il s'est passé quelque chose, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc là, oui, ça n'a pas bien fonctionné de ce côté-là. Personnellement, je trouve. Ensuite, dès que le rapport final est sorti, donc c'est en septembre, je crois, j'ai été contacté par des journalistes. Et donc, il y a eu un podcast qui a été fait sur Aérobuzz, je crois. Il y a eu un article sur Aviation Week. Et puis là, donc, c'est en relation avec Yann Torres, il y a un film qui va sortir sur le BEA avec comme fil conducteur cet accident-là. Et donc, j'ai été interviewé dans la 380 au Bourget. Mais c'est vrai que on a été assez frustrés parce qu'on n'a pas pu tellement parler de ces problèmes. Même, pour vous dire, des passagers m'ont écrit pour me remercier. Et comme ils n'avaient pas mon adresse, ils ont écrit Air France et je n'ai jamais eu les lettres. Je les ai eues 2 ans ou 3 ans après. Merci. Bien. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas pour le moment. Peut-être qu'on en aura à la fin de la présentation du BEA. Donc, je vais laisser maintenant la parole au BEA, Yann Torres et Stéphane Autain. C'est à vous. Merci Jean-Paul. Donc Stéphane va nous partager son écran et je ferai la présentation donc, sur les slides qui vous montrera. Là, on l'a en version présentation, Stéphane. Je ne sais pas si tu peux mettre la version, voilà, impeccable. C'est bon là? C'est bon comme ça. Très bien. Merci à tous. Donc, Jean-Paul m'a déjà présenté. Merci à lui. Et j'aimerais tout de suite rebondir sur la présentation qui a été faite par Christian, avec qui je suis resté en contact depuis la survenue de cet accident. Donc, forcément, je ne vais pas revenir en détail, même si j'avais prévu de le faire, sur des points particuliers opérations aériennes. En revanche, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé du point de vue du BEA, cette enquête. Et déjà, est-ce qu'il n'y a pas une surprise de votre part à voir le BEA enquêter un événement dont la survenue est au-dessus à la verticale du Groenland,
et un avion posé au Canada. Est-ce que pour vous c'est une situation normale ou est-ce que ça peut être surprenant et est-ce que c'est l'habitude surtout? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des éléments de réponse ou savent comment nous fonctionnons de manière internationale. Jean-Paul, je sais que vous savez, mais Je vous laisse commenter. voilà. Donc, en fait, nous avons été notifiés de cet événement, d'une part par Air France, donc en tant qu'exploitant, qui a très rapidement eu des messages à CARS indiquant un dysfonctionnement sur un moteur. Et donc, à ce moment-là, on n'était pas capable de dater. On avait juste une datation en heure UTC, mais absolument pas de localisation géographique de l'événement. Et puis, quelques heures plus tard, une notification de la part des Canadiens nous informant qu'ils ouvraient une enquête de sécurité au sujet de l'éclatement d'un moteur en vol sur un avion d'Air France. Donc, comme il est d'usage pour le BEA a souhaité donc considérer bien sûr cet événement comme significatif et a souhaité envoyer une équipe de façon à participer à l'enquête de sécurité. Cette équipe, donc, je la dirigeais en tant que représentant accrédité. Donc, comme vous l'expliquez Jean-Paul tout à l'heure, le représentant accrédité, ça va être le représentant de la France dans une enquête menée par un État étranger. J'étais accompagné par des experts, une experte en histoire de vol, également un expert qu'on appelle un expert épave qui travaille sur site, et puis un dernier membre de l'équipe qui m'a assisté sur place et donc à qui j'ai confié des fonctions opérationnelles initialement, mais qui s'est avéré assez rapidement devoir travailler sur l'avion et sur la structure, en tout cas sur la documentation des dommages. L'équipe sur place, donc l'enquête menée par les Canadiens, il faut savoir que c'est Goose Bay. Goose Bay fait partie d'une région de la région nord-est, et donc que le TSB Canada, donc nos homologues, ont sur place une antenne. Et donc c'était l'enquêteur en charge, l'enquêteur chef de cette antenne qui était désigné comme responsable de l'enquête de sécurité. Le plus gros événement sur lequel il avait enquêté jusqu'à présent, c'était un accident de prédateur au Canada, et donc jamais il n'avait été confronté à une enquête internationale. Dès le début, en fait, nous avons eu des échanges sur la classification de l'événement, puisque la classification de l'événement, incident grave ou accident, va conditionner les moyens que nous allons y mettre. Et donc, dès le départ, cet événement a semblé important, en tout cas du point de vue des dommages occasionnés, au point de le classer en accident, et non pas en incident grave comme un simple éclatement moteur, même non contenu, tel que la définition de l'OACI le prévoit. Donc, très rapidement, on a classé cet événement en accident, et puis donc on a commencé à discuter sur le lieu d'occurrence, puisqu'en fait, l'État qui doit mener l'enquête de sécurité dépend, est celui, de l'occurrence de l'événement. Et là, on a considéré que l'événement s'était passé dans l'espace aérien, en tout cas, à la verticale du Groenland, et donc c'était c'est les Danois bien sûr qui sont responsables et qui ont la juridiction sur le Groenland, et donc c'était aux Danois en fait de mener cette enquête et non pas aux Canadiens de mener cette enquête. Donc il y a eu des démarches qui ont été faites par notre directeur de façon à entrer en contact avec les Danois. Avec les Danois, de façon à essayer de voir si on pouvait, en tant qu'état de construction de l'appareil et en tant qu'état d'exploitant de l'appareil, récupérer cette enquête de sécurité et la mener à bien donc avec les moyens que nous avions. Alors, Jean-Paul, je vois que vous aviez des questions aussi sur le financement, mais peut-être vous les poserez plus tard. L'implication du Danemark à ce moment-là de l'enquête va bien sûr considérablement pesé sur la répartition des frais qui étaient faits par la suite. Tout ça pour dire que donc à l'instant où on arrive donc par l'avion qui a été affrété par Air France pour mener une équipe de mécaniciens pour le damage assessment, nous profitons de l'avion et donc nous nous rendons sur place à Goose Bay avec une équipe de 13 personnes d'Air France, 4 personnes d'Airbus et 4 personnes du BEA. Pardon.
Donc, à ce moment-là, nous sommes donc représentants accrédités et très rapidement, au bout d'un jour on va dire de réunion et d'observation, on passe du statut de représentant accrédité au statut de directeur d'enquête, puisqu'en fait, les Danois nous délèguent l'enquête de sécurité intégralement et officiellement, de façon à ce que nous soyons en charge. Voilà. Donc, en fait, on fait juste un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que déjà, l'enquêteur qui était peu expérimenté sur les enquêtes internationales, et j'avais eu la possibilité de lui, on va dire, de lui souffler une structure d'enquête qui correspondait vraiment à la façon dont nous avions l'habitude de travailler. Et donc, après, on va dire, le jeu de chaises musicales a simplement consisté à passer de représentant accrédité à directeur d'enquête et de placer tous les gens que j'avais avec moi en tant que chef de groupe d'enquête dans la structure d'enquête que nous avions définie sur place. Voilà. Alors sur place, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons exploité les enregistrements de vol et c'est eux qui ont confirmé d'ailleurs la position de survenue de l'occurrence, c'est celle qui a été définie comme position officielle. Et donc à l'instant où on a connu de manière sûre la position de l'avion au moment de la survenue de l'accident, mais il n'y a plus de discussion possible pour le Canada qui est obligé de relâcher l'affaire. Voilà, donc c'est eux qui sont devenus représentants accrédités, tout comme le NTSB, donc les Américains l'étaient, tout simplement en tant qu'État constructeur des moteurs. Voilà. On avait un événement dont on savait que c'était un événement qui allait tourner autour de la technique et des moteurs et de l'avion. Et donc la France représentait l'avion, la compagnie aérienne et les États-Unis les moteurs. Le Canada est resté là pour tout ce qui était espace aérien et ATC. Et puis, le lieu d'occurrence, donc les Danois ont demandé à rester dans l'enquête en tant que représentant accrédité pour savoir un petit peu de quoi il s'agissait. Et ensuite, ils ont apporté des moyens, on le verra sur les recherches notamment. Voilà pour le contexte de l'enquête. Alors, donc voilà, la présentation, on l'avait séparée, donc on l'a séparée en deux, plutôt une partie plutôt opération aérienne, avec la perception. Là, je vais rebondir un petit peu sur les remarques qu'a déjà fait Christian, sur la perception par l'équipage, la confirmation de l'avarie et les conséquences sur les performances, et puis pour finir sur les choix et décisions qui étaient prises par l'équipage. Il n'y aura pas de grande nouveauté par rapport à ce que vous avez déjà entendu. En revanche, sur la deuxième partie, la partie métallurgique, là, c'est Stéphane qui prendra la parole et qui vous expliquera un petit peu ce qui a été trouvé. Et donc, ce qui a été déclenché juste après l'accident. Et puis ensuite, ce qu'il a fallu mener comme étude en attendant d'avoir retrouvé des pièces, l'organisation des recherches, puisque c'est lui qui s'en est occupé également, et enfin les observations qui ont été faites dès qu'on a retrouvé les morceaux. Voilà. Et donc tout ça pour finir sur les implications pour l'industrie au travers des recommandations qu'a émises le BEA. Next. Voilà, donc une petite slide de synthèse. Donc c'était le 30 septembre 2017. Christian vous l'a dit, un vol de CDG à Los Angeles, le vol 66, donc Air France 66. Ce qui est important, donc, c'est qu'on a des moteurs, donc Engine Alliance dans les GP72-70, et vous avez certainement encore en mémoire, et nous l'avions en tout cas au moment où nous étions partis, l'événement du Qantas, donc du BHUA, qui était également un éclatement moteur, mais sur des moteurs Rolls. Et c'était un éclatement, non pas de la partie avant, mais de la partie turbine, puisque c'était l'intermédiaire turbine qui avait cédé. Donc, pour des raisons qui étaient totalement différentes et avec des conséquences qui étaient également totalement différentes. On avait perdu beaucoup de systèmes dans cet événement-là. J'étais représentant accrédité d'ailleurs sur cet événement au moment où c'est survenu. Et donc, j'avais enquêté cette affaire. Donc, le moteur qui a été concerné, c'était le moteur numéro 4, donc un moteur externe. Alors, ça a une influence également sur le ressenti et la perception par l'équipage. Et ce qui était important aussi de signaler, c'est que jusque-là, tout allait bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe précurseur, aucun signe annonciateur de la survenue ou de la potentielle survenue d'un événement lorsque l'équipage donc, a commandé une montée du 370 vers le 380. Donc, juste une demande de puissance supplémentaire. Et c'est à ce moment-là que le fan, donc, sur une explosion, donc de manière très très rapide, s'est désolidarisé et est tombé au sol. Les dommages, donc vous en avez eu un aperçu.
principalement donc sur le moteur et également sur la structure proche. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas d'impact ou peu d'impact, en tout cas, il n'y avait pas d'impact traversant sur la structure et sur la cellule de l'avion. Faut savoir que donc cette partie, donc la partie fan, est considérée comme une partie haute énergie et qu'il n'y a aucun élément de structure qui est capable de stopper des débris haute énergie lors d'un éclatement moteur. Par chance, et je dis bien par chance, lors de l'éclatement, les gros débris sont partis l'un vers le haut, c'est-à-dire vraiment vers ce qu'on appelle le haut de l'aile, et le deuxième débris important est parti vers le bas, donc quasiment diamétralement opposé. Il est évident que si on avait une rupture quelques millièmes de seconde plus tard, ou plus tôt, on aurait eu des dommages complètement différents. Alors, on est clairement absolument incapable de prévoir la trajectoire du débris au moment de l'éclatement. Les conséquences, donc, compte tenu des dommages observés, l'avion volait. Donc, il y a eu un assessment par l'équipage de sa capacité déjà, il volait sous AP, hein, il était capable de maintenir le vol sous AP. Et on le verra un peu plus tard, une des grosses difficultés a été bien sûr la gestion de la performance et de la performance en descente. Donc, Christian vous l'a expliqué, un déroutement sur Goose Bay, et vous expliquez les raisons de ce dégagement sur Goose Bay, dans la mesure où Goose Bay est situé à environ une heure, c'était une heure et demie de vol, Christian? Oui, c'est ça, à peu près. Une heure et demie de vol entre l'endroit de survenance et l'endroit d'atterrissage, tandis que voilà, par exemple, le terrain de Narsarsuaq était une demi-heure. Voilà, mais par contre, vous avez vu, en tout cas, on voulait expliquer. Kangerlussuaq. De Kangerlussuaq, pardon. Non, Narsarsuaq, ça passe pas. Je ne m'y poserai pas. Pas en 380. Non. De Kangerlussuaq, pardon. Next, s'il te plaît, Stéphane. Voilà, donc quelques éléments encore de rappel, on va passer rapidement dessus, mais voilà, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, le FO, donc, qui était en poste à ce moment-là depuis une demi-heure, était PF, Christian était PM, le second FO était au poste de repos à ce moment-là. Sa perception à lui, vu du poste de repos, c'est-à-dire sans avoir les instruments en face de lui, sans avoir les alarmes, il a assimilé donc on va dire les embardés à ce qu'on lui faisait subir au simulateur quand on lui faisait un pompage moteur. L'embardé. Yann, on ne vous entend plus. Ah. Oui, ça revient. Ça revient? Oui. C'est parce que je dois avoir un débit trop élevé. Je parle trop vite. Non, j'ai une connexion Internet instable, me dit-on. Ok, j'espère que ça va aller. À chaque fois, c'est quand on est intervenant. Par précaution, peut-être, vous pouvez couper la vidéo. Exact. Parce que ce qui compte surtout, c'est le parler pour l'instant. Tout à fait. C'est fait. Voilà, donc ça va être peut-être plus stable comme ça. Merci pour votre remarque. Donc l'embardé a été autocontrôlé et comme Christian l'a précisé également, et c'est très important, depuis le poste de pilotage, il n'y a pas de perception, pas de vue directe sur le moteur et donc il n'y a pas de moyen pour l'équipage de connaître l'étendue des dommages depuis le cockpit. Les ECAM sont demandés, donc le start effect, l'effet de surprise mentionné, et une réaction lente, voire pas de réaction de la part du PF qui incite le commandant de bord donc à inverser les rôles, on va dire un petit peu d'autorité, mais justement en réaction à cette absence de réaction. Next. Alors l'avarie moteur, donc une situation connue pour lesquelles les équipages sont entraînés. En revanche, ce type d'avarie moteur ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents types de pannes. Là, on a effectivement la perte de poussée, d'une part, mais également la génération d'une traînée résiduelle très très importante dans la mesure où il y a eu un tel balourd lors de la, on va dire, de la séparation du fan
que l'arbre s'est bloqué en rotation. Et donc, tous les ensembles fixes qui devenaient les ensembles, donc les stateurs qui devenaient les premières parties à être impactées par l'air, opposaient une force de résistance, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout un moteur en moulinet, mais on avait un moteur qui était bloqué en rotation de par la déformation de l'arbre et des paliers. Donc, ce qui est observé, c'est ce qu'a décrit Christian également, c'est une impossibilité de garder le palier, en tout cas de garder la vitesse sur le palier choisi. Donc, sur les avions modernes, évidemment, donc, il y a un Neo Emax qui est calculé. On va en reparler, je crois, la slide d'après, donc je vais en parler rapidement. Donc, décélération, perte d'altitude, ça, ce sont les symptômes. Tout de suite, l'équipage gère la trajectoire, s'écarte du track, puisqu'on est sur un track océanique, et lance la procédure Fordec, dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième copilote se doute que c'est un problème grave et donc vient prêter main forte au poste, mais sans trop oser le faire, puisque à ce moment-là, il sait que ses deux collègues de devant sont bien occupés. Et donc, il y a une petite période d'hésitation pendant laquelle il reste devant la porte du cockpit. Il profite en fait de la sortie de la PNC dont on a parlé tout à l'heure pour rentrer dans le poste à son tour et prêter main forte aux deux collègues qui sont en action. À partir de là, donc, il y a une tentative d'évaluation et en se servant du troisième homme, justement, tentative d'évaluation en l'envoyant dans la cabine pour essayer de voir un petit peu quels sont les dommages depuis les différentes positions passagers. Côté PNC, les PNC réagissent également. On est donc sur une… en fait, comme on vous l'a dit, les repos avaient à peine été commencés depuis une demi-heure et donc, les personnes n'étaient pas encore endormies. Mais là, pour le coup, tout le monde est rappelé et donc tout le monde est actif de manière à s'occuper des passagers qui commencent à se poser des questions. Sans qu'il y ait forcément d'ordre ou de consigne, les PNC commencent à préparer la cabine pour un déroutement. Et puis, donc, surtout, ils essayent, et ils ont bien insisté là-dessus, de rassurer les passagers sur la suite des événements. Donc, on a des passagers qui sont, pour certains, assez choqués. Voilà. Un des réflexes également, c'est qu'il y a un des passagers donc, a pris la photo que vous a montré Christian tout à l'heure du moteur sur laquelle on voit qu'il y a vraiment des dommages substantiels. Et donc, elle a le réflexe, donc c'est la chef de cabine, de venir amener cette photo au commandant de bord de façon à leur montrer un petit peu ce qu'on voit depuis l'arrière. Donc, il est évident que depuis le pont supérieur passager business, on a une vue sur les dommages qui est bien supérieure à celle qu'on peut avoir depuis le cockpit. Et donc là, on se rend compte, l'équipage se rend compte de la nature des dommages visibles. Next. Voilà, si je reviens maintenant sur les performances, donc on a une stratégie de descente qui est normalement dictée par les procédures opérationnelles d'Airbus. Et donc, on est censé… il y a deux choses qui sont importantes ici. C'est le niveau de rétablissement, qui est appelé l'engine out max level, qui est calculé par le FMS au niveau 346. Ainsi que la vitesse green dot, donc qui est la vitesse de finesse max en fait ici, qui est la vitesse à targeter justement pour entreprendre cette descente. Et puis Christian l'a expliqué, une descente par palier successif, puisqu'à chaque fois qu'il s'arrête à un niveau, donc en commençant par le 340, la vitesse régresse en dessous de la green dot. Alors, est-ce que les calculateurs connaissent l'état de l'avion et surtout l'aérodynamique de l'avion ? Bien entendu, non. Et c'est pour cette raison qu'en fait, les calculs qui sont faits sont des calculs tenant compte de certaines hypothèses, notamment des hypothèses aérodynamiques. Pardon. Et que dans ce cas précis, il y a un tas de données qui sont incomplètes et qui mènent à un calcul erroné. Donc, à la fois sur le calcul de DOE max et sur le calcul de green dot,
on a une erreur significative. Pourtant, par entraînement, en fait, les équipages sont entraînés à descendre à l'EOMAX et à la vitesse de Gendot. Donc, on a parlé de la sortie de track. Alors, il y a une sortie de track qui est détectée par l'ATC, mais qui est sans conséquence sur le trafic, puisqu'en fait, effectivement, donc il y a une sortie de track, bien sûr, en descente, mais également en latérale, puisqu'il y a un offset initialement qui est maintenu de manière consciente par l'équipage. Next. Les décisions, donc, on a vu Kangerlussuaq, Iqaluit ou Goose Bay, la décision donc, est prise en concertation avec le CCO, compte tenu de l'incertitude sur l'état des becs et de la manœuvrabilité de l'avion, puisque jusqu'à présent, comme tout fonctionne et que le PA tient, il s'agit de ne pas déstabiliser, on va dire, un avion qui vole. Se pose bien sûr la question des passagers, de la gestion des passagers à destination, puisque sur chacun de ces terrains, il ne faut pas oublier que si on veut faire sortir les personnes de l'avion, il y a un agent au maximum de douane disponible sur place qui pourrait faire le filtrage. Et donc, ça pose un problème dont la Christian a largement expliqué les conséquences, les tenants et les aboutissants de la gestion des passagers sur le terrain. Bien sûr, sur Kangerlussuaq, donc on a une approche avec un ILS back course, alors que sur Goose Bay, on a une approche GNSS, et puis que l'équipage est un petit peu plus habitué, on va dire, aux entraînements sur Goose Bay que sur Kangerlussuaq. Voilà. Alors, il y a l'environnement aussi qui compte. Kangerlussuaq, donc on est enclavé un petit peu dans les montagnes, alors que sur Goose Bay, c'est un terrain qui ouvre sur la mer, donc avec très peu de relief en approche. Donc, pour un avion dont on ne connaît pas la manœuvrabilité, le terrain s'y prête davantage. Next. Voilà. Donc, les réflexions que nous a amené à faire l'enquête relative à cet accident, et puisque c'était la deuxième fois que ça arrivait, en tout cas sur 380, l'utilisation du troisième homme. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le Qantas, le VHOQA, pardon, ils étaient 5 en poste à ce moment-là, puisqu'il y avait un captain, un check captain, un check captain et un copilote. Donc, 5 personnes en poste, avec chacun un rôle d'équipage. Et non pas juste du renfort. Et donc, comme c'était dans une phase c'était sur une phase de croisière, à ce moment-là, tout le monde est revenu en poste, et donc les 5 personnes se sont mis à travailler ensemble. Ce qui était un challenge, puisqu'en fait, l'équipage, la répartition des tâches est faite pour 2. Donc, voilà, la question qu'on s'est posée au travers de ce rapport, c'est, même si ce sont des équipages des avions qui se volent à 2, est-ce que lorsque nous avons un troisième homme à bord, il n'est pas utile de prévoir des fonctions au lieu de réinventer la poudre à chaque fois? Le deuxième point qui nous a interpellés au niveau opérationnel, c'est donc bien sûr sur l'EOMAX et la Green Dot. On s'est interrogé, on était à 2 doigts de faire une recommandation de sécurité sur le sujet. Qu'en serait-il si jamais on était au-dessus de la chaîne himalayenne sur un bimoteur et qu'on perd un moteur avec le même type de dommage? Est-ce qu'on condamne l'avion? Puisque là, sur cet événement-là, donc on rappelle que la stabilisation donc, était possible au 2,80 pour un 3,46 initial, donc on était 6000 pieds en dessous. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont toujours anticipées lors de la préparation du vol. Donc, sur cette zone-là, c'était relativement, on va dire, relativement tranquille au niveau des marges, mais sur des zones montagneuses ou en bimoteur, on pense que la marge se réduit significativement. Enfin, et ça c'était déjà le cas sur le Qantas, on a des systèmes qui parlent, qui nous disent comment ils sont malades, beaucoup sur ce type d'avion. En revanche, à aucun moment la structure ne sait dire qu'elle est malade et quelle est sa capacité à tenir structurellement un vol. Donc,
voilà, une réflexion sur le Land-ASAP ou le Land-ANSA concernant ces champs. Voilà, donc tout ça en rappel avec le QF32, donc le Qantas, qui posait exactement les mêmes problèmes, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le longeron donc, était largement endommagé, puisqu'il manquait un tiers du longeron de la voilure gauche à ce moment-là. Un nouveau point, donc, c'était justement sur la procédure Severe Damage in Flight, donc, qui est une procédure du FCTM, donc le Flight Crew Training Manual, qui n'est pas un document qui est utilisé ou en tout cas connu par cœur par les pilotes de ligne. Et il est connu, mais cette Severe Damage ne fait pas, en fait, c'est pas une procédure. Donc, on s'est interrogé sur le fait de savoir s'il devait y avoir ou non une procédure spécifique, donc Flight Manual, pour les dommages moteurs, voilà, pour les sévères damage moteurs. Enfin, des réflexions que nous avons livrées à Air France, c'est sur en gros la possibilité pour un chef de cabine principal nouvellement arrivé sur le secteur de prendre des fonctions justement de chef de cabine principal alors qu'il ne connaît pas bien l'avion et son utilisation. Et puis un dernier point donc sur la protection des enregistreurs de vol. Là, on parle des enregistreurs réglementaires, DFDR et QAR. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Christian, très tôt dans le vol, s'est enquéré de préserver les enregistreurs de vol dans le but de les sauver pour l'enquête de sécurité. Et ils ont été confrontés donc à plusieurs problèmes. Le premier des problèmes, c'était que l'accessibilité de la soute où figurent les breakers était rendue difficile, et qu'ensuite la localisation même des breakers était erronée par rapport à la documentation qu'ils avaient à disposition. C'est-à-dire qu'on leur demandait de chercher un endroit où ça ne l'était pas. Donc là, il y a eu, pareil, une réflexion. On demande au capitaine par règlement, on demande au capitaine de préserver les enregistreurs de vol, et l'ergonomie même de certains et des avions modernes, pour la plupart des avions modernes, ne permet pas de le faire. Voilà, next, je crois que c'est pour toi. Ok. Si vous avez des questions, on peut peut-être faire une première pause ici, une pause question, et puis ensuite on attaquera avec la métallurgie. Oui, si c'est Jean-Paul, j'ai une question pour vous. Quel a été le rôle des Danois dans cette enquête? Alors, au 4e jour, en fait, sur place, je crois que c'est à peu près la chronologie, donc au 2e jour sur place, les Danois ont envoyé donc une compagnie locale, donc Air Greenland, sur place pour collecter les débris. Donc ils ont détourné une mission qui était prévue avec un hélicoptère d'Air Greenland, de façon à l'envoyer sur une zone probable que nous avions déterminée donc, par calcul balistique. Et donc ils ont effectivement repéré un certain nombre de débris visibles qu'ils ont commencé à collecter pour les plus petits. Et au 2e jour, au jour suivant, certains d'entre eux avaient déjà été ensevelis par de la neige, par des chutes de neige à nouveau. Et donc l'accès pour les jours d'après a été compromis. Donc il y a eu un premier ratissage de la zone repérée de la calotte glaciaire qui a permis donc de collecter un certain nombre de débris et d'en repérer certains. Okay. Ça, c'était j'en parlerai. Ouais, ça, c'était leur première action, et ensuite, ils ont été sollicités à nouveau. Okay. Oui, en fait, j'en parlerai dans la suite de la présentation, mais ils ont vraiment eu à cœur de supporter, d'aider le BEA dans la recherche des débris au Groenland, dans le sens où, voilà, le Groenland, c'est un territoire autonome du Royaume du Danemark, et donc ils ont vraiment été proactifs sur cette partie-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je peux. Peut-être une question, Oui. c'est Bertrand de Courville. Sur des incidents avec des graves dommages similaires, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais on a finalement, au fil des années, quand même un certain nombre de dommages qui entraînent des comportements aérodynamiques non envisagés, en tout cas non certifiés. Est-ce qu'on peut en tirer, en faisant des rapprochements entre des événements de ce type, un comportement de type d'avion avec, par exemple, pour les équipages, des conséquences pratiques sur la surconsommation de carburant, le comportement des commandes, etc. Bon, chaque événement est un peu particulier, mais d'un point de vue aérodynamique, on peut peut-être avoir quelques éléments. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, alors comme vous le dites, chaque événement est particulier. On se rappelle avoir eu un A300 qui avait été tiré missile en Afghanistan et qui avait perdu une partie de voilure, et donc il y avait une aérodynamique, on va dire, particulière à ce moment-là, puisqu'il manquait un tiers de voilure. Donc, quand il manque un morceau, c'est pas pareil que quand, un morceau de voilure, c'est pas pareil que quand il manque un morceau de moteur. Ici, ce qui a été observé, et ça, c'est un impact direct. Alors, ça donne une idée. On va dire que la décision de tenter de maintenir le green dot et de procéder par palier successif a été une très bonne stratégie. Green dot étant conservatif ici, ce qui était sûr, c'est que le green dot calculé était inférieur, c'est-à-dire qu'on aurait pu rétablir plus haut. C'est ce que j'explique un petit peu dans le rapport. En tenant compte il aurait fallu tenir compte d'une dégradation de l'aérodynamique qui a été chiffrée sensiblement à une dizaine de pourcents. C'est-à-dire qu'on a augmenté la traînée de 10%. C'est considérable. Voilà. Et un 777 aux États-Unis, il y a un an à peu près, je n'ai plus la date en tête, a eu un dommage à peu près qui ressemble à celui-là. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que sur le 777, si je me souviens bien, c'est un FBO, un fan blade out, où il y a eu donc des pales qui sont parties et qui ont découpé le capotage. C'est-à-dire qu'en fait, on a une découpe à peu près similaire au niveau des capots moteurs, mais pas au niveau du carter moteur, par contre. Il me semble pas me rappeler que ça a été à ce point-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a un ensemble qui n'est pas bloqué en rotation. Et là, ça fait une différence significative. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas un moulinet franc, mais en tout cas, on est entre les deux. D'autres questions? Ok, écoute, Stéphane, je pense que tu peux continuer avec la partie métallurgie. Oui, merci Yann. Donc du coup, bonjour à tous. Jean-Paul m'a bien présenté tout à l'heure. Juste pour préciser mon rôle sur cette enquête. Donc moi, je suis au labo matériaux du BEA et donc j'ai été assez tôt positionné pour superviser les examens matériaux et structures liés à cet événement. Sauf qu'on s'est vite aperçu que des débris étaient perdus dans la nature et donc j'ai également été en charge de la recherche de ces débris sur la calotte glaciaire au Groenland. Donc, d'abord en parlant rapidement des observations qui ont été faites juste après l'événement à Goose Bay, j'ai pas été partie prenante de la GoTeam. Malgré tout, on a été rapidement en lien avec nos collègues épavistes sur les premières observations, puisque une fois sur l'avion, une des premières tâches, c'est de documenter les dommages pour essayer de déterminer un scénario probable. Et vous avez ici deux illustrations des dommages sur le moteur, où on voit qu'il manque effectivement toute la partie soufflante, y compris le carter fan, toute l'entrée d'air, donc une grosse partie de la nacelle également. Et puis, ce qu'on observe, c'est ici, on n'a plus qu'un fragment du moyeu de soufflant. Donc, le moyeu, c'est la partie qui va permettre de maintenir les aubes de soufflante et qui est fixée sur l'arbre basse pression. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, vous avez ici une coupe d'un moteur Engine Alliance GP7000 qui équipe le 380. Et en fait, vous avez encadré en pointillé rouge la partie manquante sur ce moteur avec des ruptures qui ont été observées là au niveau de la partie conique du moyeu.
Lorsque les experts ont fait les premières observations sur cette rupture-là, ils se sont vite rendus compte que les ruptures étaient probablement consécutives d'autres choses, hein, puisque c'était des ruptures qu'on qualifie de ruptures par surcharge, et qu'elles allaient probablement pas nous expliquer l'événement. Par ailleurs, là, j'ai mis une illustration du moyeu de soufflante, qu'on appelle aussi le faneuve en anglais, qui est une pièce en alliage de titane, qui fait à peu près 240 kilos, et la partie encore fixée sur l'arbre basse pression pesait à peu près 18 kilos, donc on avait 220 kilos dans la nature. Et tous les dommages constatés sur le moteur tendaient à indiquer que la rupture provenait probablement du moyeu, sans certitude évidemment à ce stade, mais voilà, on se doutait qu'il était indispensable de rapidement retrouver les fragments du moyeu. Alors, comme l'a dit Yann, très vite, l'exploitation des enregistreurs de vol a été réalisée à Ottawa avec une de nos expertes enregistreurs, ce qui a permis de déterminer une localisation relativement précise de l'événement, donc à la verticale de la pointe sud-ouest du Groenland. Donc vous avez ici le point GPS correspondant sur le track de l'avion. Et ça a permis de déterminer par des calculs balistiques relativement grossiers dans un premier temps une première zone de recherche. Et c'est cette zone-là qui a été communiquée à nos collègues de l'AIB danois. Et donc c'est grâce à ces données-là que l'AIB a pu dépêcher un hélicoptère de Air Greenland qui était assigné à des activités de recherche scientifique sur cette zone de recherche. Et ils ont réussi. Donc le pilote a réussi à visuellement identifier un certain nombre de débris. Donc vous avez ici le Carter fan qui est en fait constitué de plusieurs couches de Kevlar, donc ce qui sert justement à la rétention des aubes de fan lors de perte d'aubes. Vous avez sur la photo de droite ici une partie de la cloison entre le moteur et la nacelle. Là, vous avez en bas à gauche une partie de l'entrée d'air. Et puis, plusieurs fragments d'aubes fan qui ont également été retrouvés sur la zone. Alors, il faut bien se rendre compte que cette zone-là, c'est une zone particulièrement hostile. Hein. Ça a l'air, là, il fait beau, mais voilà, c'est un glacier. On est à 1800 mètres d'altitude, donc il fait relativement froid. Et puis, l'aérodrome le plus proche, c'est celui de Narsarsuaq, il est à 100 km. Donc, on ne peut pas y aller dans n'importe quelle condition météo. Donc, c'est assez, assez difficile de s'y rendre. C'est assez particulier comme endroit. Alors, malgré tout, peu de temps après l'événement, bien qu'on n'ait pas récupéré la pièce qui était à l'origine de la rupture, un certain nombre de mesures ont été rapidement prises par le motoriste, Engine Alliance. Il se trouve qu'en 2010, lors de l'examen d'un moyeu qui avait été déposé pour des raisons de maintenance, Engine Alliance avait observé des dommages en face avant sur ce moyeu-là, ce qui avait amené à l'émission d'un alerte service bulletin pour demander une inspection en one-shot sur toute la flotte. Voilà, pour s'assurer que les moyeux qui présentaient ce type de dommages étaient déposés pour réparation et qu'on n'avait pas de moyeux en vol avec ce type de dommages. Donc en 2017, après l'événement, Engine Alliance a à nouveau demandé, a émis un alerte service bulletin pour inspecter ces moyeux, donc toujours dans l'optique d'avoir une origine de l'événement comme étant la rupture du moyeu. Donc ils ont lancé une vague d'inspection, inspection visuelle, inspection par courant de Foucault essentiellement, sur la face avant du moyeu et puis également en fond d'alvéole. Donc l'alvéole, hein, c'est cette partie dans laquelle viennent s'insérer les aubes de soufflante. Voilà, donc pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages sur la flotte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu les premiers retours qu'ils ont ont fait état effectivement de dommages en face avant. Vous avez ici quelques exemples avec voilà des petites rayures ou des petits dommages qui sont malheureusement localisés dans des zones qui sont relativement contraintes.
Donc ça a quand même fait s'interroger le motoriste sur la partie maintenance du moyeu, en particulier lorsque les aubes doivent être déposées pour être relubrifiées. En fait, l'interface entre l'aube qui est insérée dans l'alvéole et le moyeu est régulièrement lubrifiée de façon à diminuer les contraintes dans le pied d'aube. Et ça, c'est fait toutes les X cycles. Initialement, c'était fait, ça nécessitait la dépose des aubes. Et donc, la dépose en particulier de l'anneau de maintien des aubes qui, lui, vient s'insérer dans ces échancrures-là, et qui est un anneau relativement rigide et qui nécessite l'usage d'outils particuliers. Et c'est probablement lors de la dépose de cet anneau que les opérateurs pouvaient générer ce type de dommages sur le moyeu. Donc immédiatement, Engine Alliance s'est attaché à repenser le design de cet anneau de maintien qui était quand même relativement rigide pour essayer de l'assouplir un peu. Et ils sont également aperçus lors des premiers retours d'inspection qu'il y avait de temps en temps présence d'usure dans le fond des alvéoles, ce qui les a également amenés à repenser le design de cales qu'on appelle les spacers, qui sont des petites cales qui viennent se loger sous les aubes pour les maintenir en contact avec les portées. Voilà, donc ça, c'est des actions qui ont été prises, des actions de sécurité qui sont quand même significatives, qui ont été prises assez rapidement et qui ont pu être prises même si on ne connaissait pas l'origine de l'événement. Alors malgré tout, il fallait bien essayer de déterminer quelle était la cause de l'événement, et pour ça, Engine Alliance en particulier a beaucoup travaillé sur des simulations. Donc, ils sont partis de la simulation de la partie du fan, du moteur, et ils ont essayé, en essayant de simuler différents scénarios, soit la perte d'une aube, la perte de plusieurs aubes ou la rupture du moyeu, de confronter ce qu'ils obtenaient en simulation aux dommages qui avaient été observés sur le moteur. Donc vous avez ici une vue de la face avant du moteur avec la partie du moyeu qu'on avait retrouvée, qui a été examinée. Et puis là, j'espère que ça va marcher, mais l'exemple d'une simulation de rupture du moyeu par Engine Alliance. On voit bien, alors là, la rupture a été, on va dire, amorcée de façon artificielle dans la simulation, au milieu d'un slot. Mais l'idée, c'est vraiment de voir ce qui se passe lorsqu'on simule cette rupture-là. Est-ce que ce sont des dommages, l'ordre de grandeur des dommages est cohérent avec ce qu'on a observé sur l'événement. Et on s'est vite rendu compte que c'était très cohérent, c'est-à-dire que le scénario de la perte d'une aube seule, de la perte de plusieurs aubes, ne permettait pas d'arriver à ce niveau d'endommagement. Seule la rupture du moyeu lui-même nous permettait d'expliquer les observations qui avaient été faites sur l'avion. Le deuxième objectif de ces simulations, c'était d'aider à la recherche des débris, puisqu'en fait, ces simulations nous permettaient d'avoir accès au volume des pièces perdues, donc au volume, à leur masse, et puis à leur vitesse d'éjection lors de la sortie du moteur. Et ces paramètres-là, lorsqu'ils ont été insérés dans des calculs balistiques, nous ont permis de définir des zones beaucoup plus précises que ce qui avait été fait initialement pour pouvoir organiser les recherches au sol au Groenland, puisqu'il faut bien se rendre compte qu'il est très compliqué de scanner des dizaines, des centaines de kilomètres carrés dans cette zone-là. Engine Alliance a également travaillé sur un arbre des causes. Alors quand je dis Engine Alliance, c'est l'équipe d'enquête, mais l'arbre des causes existait déjà pour cette pièce-là du côté d'Engine Alliance. Et donc, il a été complètement réexaminé par l'équipe d'enquête de façon à fermer le maximum de portes et de considérer uniquement les scénarios qui restaient ouverts et pour lesquels on n'avait pas suffisamment d'éléments pour complètement les écarter. Et à l'issue de cette analyse-là, il y avait deux scénarios qui restaient ouverts. Donc, le premier qui consiste en un dommage en face avant du moyeu pendant une opération de maintenance inappropriée, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant, qui était considéré comme le scénario le plus probable par Engine Alliance en particulier, parce qu'ils avaient des retours de flotte où ces dommages étaient constatés.
Et puis le deuxième scénario qui, lui, consistait en un défaut matière qui pourrait être à l'origine d'une rupture en fatigue. Ça, c'est un scénario qui était, alors qu'on pouvait pas exclure, hein, malgré tout. Tout de suite après l'événement, tous les moyeux qui étaient issus du même lot de fabrication que le moyeu accidenté ont été retirés de la flotte, ont été examinés, disséqués, etc., de façon à chercher si on pouvait trouver une explication à la rupture du moyeu. Donc en regardant la qualité de la matière, en faisant des essais mécaniques sur ces moyeux, et rien d'anormal n'a été identifié. Donc c'est pour ça que ce sont les deux scénarios qui sont restés ouverts, avec, compte tenu des dommages observés sur la flotte, une préférence pour le constructeur, pour Engine Alliance, sur le dommage en face avant. Donc malgré tout, on savait que pour comprendre l'événement, il nous fallait retrouver les débris. Et comme l'a dit Yann, il y a une première phase de recherche qui a été initiée par l'AIB danois et qui a permis rapidement d'identifier visuellement un certain nombre de débris qui ont été rapatriés au BEA et examinés, mais dont les fragments du moyeu ne faisaient pas partie. Il a donc fallu, je ne m'étends pas sur les recherches dans cette présentation, mais je rappelle simplement qu'il a fallu 21 mois de recherche à partir de la date de l'événement, avec 4 campagnes opérationnelles, la participation de nombreux laboratoires, dont l'ONERA, le GEUS, qui est l'organisme de géophysique et de glaciologie du Danemark, un groupe d'hydrogéophysique de l'université d'Aarhus qui a développé un détecteur électromagnétique spécifiquement pour ces missions-là, le Polar Research Equipment, qui est un laboratoire américain qui, lui, opère des robots 4x4 autonomes pour ce genre de terrain. Donc, ils ont beaucoup travaillé en Antarctique également. Et ce robot a été déployé lors de la campagne numéro 3. Donc voilà, il y a vraiment une grosse activité qui a eu lieu pour retrouver ces débris. Et je vous renverrai pour une description assez détaillée de ces opérations aux 2 rapports techniques du BEA qui figurent sur notre site internet. Et puis un article qui est paru dans Journal of Glaciology en 2020, qui a été écrit par Ken Mankoff. Ken Mankoff, c'est un peu le chef de projet côté laboratoire GEUS sur la partie recherche, qui a décrit aussi de manière assez exhaustive les différentes opérations et surtout les enjeux et les challenges liés à ces opérations de recherche. En synthèse, on a finalement, alors ce qu'on a découvert au cours des recherches, c'est que la zone était largement crevassée. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident, mais qui a rendu les choses encore plus compliquées. Et le débris, en tout cas un des 2 débris, l'autre n'a jamais été retrouvé au final, un des 2 débris a été retrouvé dans ce champ de crevasse, par chance au bord d'une crevasse, à 1 mètre du bord d'une crevasse. Et lorsqu'on l'a trouvé, donc 2 ans après l'événement, il était enfoui sous 4 mètres de neige et de glace compacte. Voilà, donc il a été initialement localisé par le radar à synthèse d'ouverture de l'ONERA, et puis sa localisation a été confirmée par d'autres moyens électromagnétiques. Et donc c'est une équipe mise en place par le GEUS qui a procédé à l'extraction de ce débris. Donc c'est des choses qui sont quand même assez spectaculaires et vraiment intéressantes scientifiquement et techniquement. Donc je vous invite à consulter ces rapports. Une fois que le débris a été récupéré, donc on a pu lancer toute la phase d'examen métallurgique sur ce débris-là. Et très très rapidement, on avait envie de savoir si le scénario proposé par Engine Alliance du défaut de maintenance tenait la route. Et on s'est très vite aperçu que ce n'était pas le cas, puisque en face avant du moyeu, il y avait aucun dommage. Donc vous avez ici voilà l'ensemble du débris qui a été retrouvé avec des aubes qui étaient encore en place. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, vous avez ici donc la vue de la zone de rupture initiale du moyeu. Hein. Ici on a l'avant du moyeu, la partie conique qui est
qui est rattachée à l'arbre basse pression, et puis la zone de rupture. Tout l'enjeu de l'examen métallurgique et de l'examen fractographique, c'est de déterminer d'une part l'origine de la rupture, sa localisation, et puis la raison de la rupture, qu'est-ce qui a pu amorcer cette rupture. Et on s'est vite rendu compte que d'une part, il n'y avait pas de défaut matière évident, donc pas de coup d'outil, pas d'endommagement, et qu'on était sur quelque chose de plus subtil et d'assez inattendu pour le coup. En développant les examens, donc on a différentes méthodes, et en particulier l'examen au microscope électronique à balayage, qui nous permet d'aller chercher des signatures particulières sur la surface de rupture. On avait d'une part une signature qui est une signature typique de rupture en fatigue, donc de rupture progressive, cyclique, qui sont des stries de fatigue qu'on voit sur la photo encadrée en bleu en bas à droite. Mais on avait aussi, et c'est ça qui est intéressant, une signature différente dans des zones qui sont matérialisées par les flèches rouges là sur la surface de rupture. Donc des zones qu'on appelle des zones à facettes, sont aussi des zones où on parle de rupture par clivage. Et ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas en fatigue pure. On s'est également aperçu que l'amorce de la rupture s'est produite sous la surface de la pièce et non pas à la surface. Et de façon significative, c'est-à-dire que c'est sous la surface à 1,5 mm. On a pu mettre en œuvre des méthodes de comptage de stries qui nous ont permis de dire que le moyeu s'était rompu en à peu près 1500 cycles avion, et que dans ces 1600 cycles avion, et dans ces 1600 cycles, un peu plus de 700 s'étaient produits avant que la fissure ne débouche à la surface. Donc 700 cycles durant lesquels la fissure était invisible à la surface de la pièce. Alors, si vous avez regardé le rapport, vous avez sans doute vu qu'on parle beaucoup dans ce rapport de macrozones ou de zones microtexturées. Donc, ce sont des choses qui sont propres aux alliages de titane. Il faut savoir que le titane est constitué de différents types de grains donc, qui ont des orientations cristallographiques différentes. On va parler pour cet alliage-là, qui est le Ti6-4, de grains alpha et de grains bêta. Les grains alpha sont des grains qui ont un arrangement hexagonal compact, et puis les grains bêta sont des grains qui ont un arrangement cubique centré. Et les grains hexagonaux compacts ont une orientation privilégiée, qui est indiquée là sur le petit schéma en bas à droite. Et ce qu'on souhaite pour une pièce, pour ses caractéristiques mécaniques, c'est que l'orientation soit la plus aléatoire possible dans la pièce. C'est-à-dire qu'on ait une pièce dont les propriétés sont isotropes, c'est-à-dire les mêmes dans toutes les directions. Or, ce qui se passe ici, et c'est ce qui a été révélé avec cet examen qui est un examen EBSD par diffraction d'électrons rétrodiffusés, on va caractériser l'orientation des grains, et on observe ici que dans la zone d'amorce, on a beaucoup de grains qui sont orientés de la même manière. Ça s'est révélé par cet aspect rouge là, la couleur rouge, qui indique en fait que tous les grains sont orientés selon le même plan, qui est un plan qui est orthogonal au chargement. Et on sait du coup que c'est assez favorable, cette situation-là est assez favorable à l'amorce de fissures en fatigue, puisque c'est une zone hétérogène et fortement anisotrope. Et enfin, la dernière chose, vous n'êtes pas sans savoir que pour dimensionner des pièces en durée de vie, en fatigue en particulier, on a besoin de réaliser un certain nombre d'essais sur des éprouvettes matériaux pour pouvoir construire des courbes de fatigue. Et pour la plupart des métaux, ces essais sont faits sur la base d'essais cycliques classiques type sinus ou triangle, ce qui permet de réaliser un grand nombre de cycles en assez peu de temps. C'est ce qu'on appelle des essais accélérés. Or, les cycles de vol sont très différents, puisqu'on a généralement un décollage
une croisière et une descente, un atterrissage. Donc, ce sont plutôt des cycles qui ressemblent à des cycles trapézoïdaux. Or, des cycles trapézoïdaux à réaliser en essai, c'est très long, puisque la durée de l'essai est régie par la durée du temps de maintien sur le trapèze, le delta T qu'on a ici. Sauf que, considérant que le temps de maintien n'a aucun effet sur la plupart des matériaux métalliques, la méthode des essais accélérés convenait très bien la plupart du temps. Or, on sait également que certains alliages de titane, en particulier les titanes qui ont beaucoup de grains alpha, sont particulièrement sensibles à ce temps de maintien. Et ce temps de maintien peut avoir un effet drastique sur la durée de vie en nombre de cycles. Or, on pensait jusque-là, et la communauté admettait jusqu'à la date, même après la date de certification du GP7000, que l'alliage de titane en question, le T64, n'était pas sensible à cet effet, très peu sensible. C'est ce qu'on appelle l'effet Dwell. Et on s'est aperçu que cette pièce-là est donc rompue par un processus de fatigue Dwell. Donc, pour résumer, en fait, en termes d'analyse, on a un moyeu, on se rend compte qu'on a un moyeu qui a rompu sous un processus de fatigue Dwell, dont l'origine de la rupture se situe dans une macrozone sous la surface. On sait que les macrozones sont des choses qui existent dans les alliages de titane, qui sont vraiment inhérents au processus de fabrication pour ces pièces de titane forgées. Et on sait également qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de méthode de contrôle non destructif qui permette de les détecter. Et enfin, comme je l'ai dit, à la date de certification du GP7000, le TI64 était considéré comme pas ou peu sensible à l'effet Dwell, contrairement à d'autres alliages de titane. Donc, une fois que cette analyse a été établie, grâce aux différents examens qui ont été faits, une mesure urgente a été introduite. C'est l'inspection répétitive des moyeux de soufflante sur toute la flotte de GP7000. Et je crois que c'est une inspection qui a lieu tous les 330 cycles pour justement s'assurer de la non-présence d'une fissure en fond de slot. Et je vais laisser Yann finir pour la partie recommandation. Merci Stéphane. On passera aux questions tout de suite après pour l'ensemble, puisque là c'est la dernière slide de notre présentation. Et donc voilà, on arrive tout simplement à la partie donc conclusive du rapport du BEA, qui consiste à émettre des recommandations de sécurité. Et celles que nous avons émises dans le cadre de la F66 concernent principalement les organismes de certification et impactent les industriels. Il y a 4 critères en fait qui ont été mis en lumière au cours de ces examens. Le premier concernant le dimensionnement, donc le dimensionnement des fans. Donc on a vu qu'on avait une méconnaissance du domaine d'activation du phénomène de fatigue Dwell, donc sur le TI64 comme l'a expliqué Stéphane, et que cette méconnaissance en fait il fallait travailler justement au niveau académique dessus, de manière à augmenter et à partager surtout le niveau de connaissance du phénomène fatigue Dwell, puisque ce qu'on a observé, c'est que le niveau de contrainte, le niveau de cycle auquel est survenu ce phénomène est bien inférieur au cycle limite prévu par la conception de cette pièce. Donc voilà, un problème de dimensionnement, c'est le premier. Ensuite, donc, les procédés de fabrication. On s'est rendu compte que le risque d'apparition des macrozones augmente avec la taille des billettes de titane qui sont utilisées en forgeage, et que sur les moyeux de soufflante des moteurs, des gros moteurs particulièrement avec des forts taux de dilution, les diamètres augmentent pour gagner en efficacité, et donc ça nécessite des billettes de plus en plus grosses. Et c'est ce qu'on observe, c'est que dans ces billettes, compte tenu des procédés industriels, dans ces billettes qui sont de grande taille, on a une apparition de macrozones de taille et d'intensité qui est plus importante. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point donc, concerne les contrôles en production, donc la tendance à l'augmentation des tailles des soufflantes. Entre parenthèses, contraint les industriels à augmenter les charges admissibles et à réduire les marges du coup, et donc du coup à
à favoriser le phénomène d'amorçage en fatigue duel dans les macrozones. Donc, pour ça, ce qu'on demande, en fait, c'est en gros, de réétudier les critères de dimensionnement de la conception des pièces critiques qui sont forgées dans cet alliage de titane Ti6-4, pour lequel on considérait jusqu'à présent qu'il n'était pas sujet, ou pas en tout cas, un candidat sérieux à la fatigue duel. Et le dernier, donc, c'est concernant la surveillance en service, puisqu'on a quand même un certain nombre de moteurs avec des forts taux de dilution dont les procédés industriels sont similaires et pour lesquels on n'a pas encore eu de soucis, mais on pourrait très bien avoir donc ce type de phénomène qui touche d'autres moteurs montés sur d'autres avions et non pas limités à la famille A380. Donc en fait, on a des recommandations qui sont à portée industrielle internationale, sachant que il faut le reconnaître, Rolls avait un petit coup d'avance industriellement parlant, et on s'est rendu compte au cours de l'enquête qu'il n'avait pas forcément partagé les informations desquelles il disposait, sous le secret industriel bien entendu, mais c'est un phénomène qui commençait déjà à anticiper, sur lequel ils étaient tombés un petit peu par hasard lors d'essais, et qu'ils avaient commencé à anticiper un peu sur leur moteur. Voilà. Donc, on va bien sûr, on a encouragé au partage d'informations industrielles dès lors qu'elles touchent à la sécurité globale. Et donc, actuellement, ce qu'a été obligé de faire Engine Alliance, et je ne sais pas si Rolls l'avait fait déjà de son côté, c'était tout simplement de développer des outils qui permettent de détecter ces criques qui sont au cœur de la matière et pour lesquels les méthodes traditionnelles de détection de fissures sont parfaitement inefficaces. Voilà. Donc, tout ça, ça a été mis sous forme de 2 recommandations principales du BEA. Que vous avez dans le rapport final. Je ne disais pas reprise stricto sensu, mais bon, la première concerne les critères et méthodes de conception. Et la seconde, donc, la revue des pièces critiques. Donc, c'est en gros une recommandation court terme pour la flotte existante et une recommandation long terme pour les futurs moteurs. À titre de comparaison, on peut considérer que l'impact sur l'industrie de cette découverte est comparable à celle qu'il y avait eu lors de l'accident du Sioux City du DC-10, pour lesquels les hard alpha avaient été découverts dans les alliages de titane et avaient conduit à des procédés industriels, à la modification de procédés industriels en forge. Voilà, ça conclut notre présentation. Et si vous avez des questions à destination de Stéphane ou de moi, n'hésitez pas. Oui, bon, c'est Jean-Paul qui parle. Tout d'abord, merci pour cette présentation tout à fait passionnante et je crois qu'on est vraiment dans le domaine des grandes enquêtes du BEA. Alors justement, là, vous avez évoqué les 21 mois de recherche et les 4 campagnes opérationnelles. Alors évidemment, ça me rappelle quelque chose, puisque c'est à peu près ce qu'on a vécu lors de la recherche de l'épave de la F447. Alors ça m'amène à une question. Les recherches du 447 avaient été extrêmement coûteuses. Et donc le BEA avait été obligé de faire appel à un financement extérieur. Ses ressources habituelles ne permettaient pas de financer ces recherches. Qu'en est-il pour cette enquête-là? Est-ce que le BEA a pu tout seul financer toutes ces campagnes qui ont dû coûter fort cher? Alors je vais me permettre de répondre, Stéphane, si tu veux bien. Vas-y. Ok, donc on est sur des coûts qui sont inférieurs à ceux du 447 en matière de recherche. Toutefois, je vous donne un ordre de grandeur parce que j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on est autour de 3 à 4 millions d'euros pour la totalité de l'enquête de sécurité et principalement des recherches. La grosse différence par rapport au 447, c'est qu'il n'y avait pas de victimes ici et que nos politiques sont enclins à dépenser plus facilement quand on a des victimes que quand on n'en a pas. Ça veut dire que les capacités comme vous le savez, les capacités du BEA ne sont pas suffisantes, puisque ça représente à peu près un budget annuel total du BEA pour couvrir une telle enquête. Et donc, dès le début, nous avons fait appel aux industriels de manière à participer. Donc, ça a été vraiment une sollicitation forte du BEA vers les industriels qui étaient principalement Airbus et Engine Alliance, de façon à financer une partie des recherches. Alors,
En gros, ça s'est partagé sensiblement de moitié, Airbus ayant financé la campagne aérienne de recherche donc, au travers d'une filiale pour environ 1 million d'euros. Ensuite, donc, les campagnes au sol ont été financées à hauteur de 600 000 ou 800 000 euros par Engine Alliance. Et puis, donc, sur les dernières phases, là, ce sont à la fois les Danois et le BEA qui ont financé donc, les dernières parties. Alors, sans faire appel à des financements hors budget, donc c'est-à-dire que ça a été fait sur les fonds propres du BEA, et donc forcément en rognant sur toutes les enveloppes disponibles, à savoir notamment nos enveloppes formation et mission, et non sans conséquence, puisque effectivement on s'est fait un peu montrer du doigt avec Stéphane, puisqu'il a fallu justifier pourquoi on allait gratter dans la glace au lieu d'envoyer les gens en formation. Juste pour ajouter une chose, il est vrai que jusqu'à la dernière phase de recherche, on n'avait absolument pas la certitude de retrouver la pièce. Et c'est en ça que ça a été assez difficile à chaque fois de se dire, bon, bah voilà, on va réinjecter de l'argent dans une nouvelle campagne sur un événement qui n'a pas fait de mort, pour lesquels Engine Alliance avait un scénario qui était plutôt solide sur l'histoire de la maintenance. Et quand on se rend compte finalement des résultats qu'on a obtenus, il aurait été vraiment dommage de ne pas aller au bout, en particulier lorsqu'on voit les changements que ça implique dans l'industrie des alliages de titane et de l'industrie aéronautique en tout cas.